me présente, je m'appelle Pierre-Emmanuel Buis, je suis le responsable de communication du réseau hospitalier neuchâtelois et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle conférence des jeudis du RHNE. La conférence de ce soir est consacrée à Movember, le mois de novembre consacré à la sensibilisation à la santé masculine qui a été lancé en Australie il y a une vingtaine d'années. Et dans ce cadre-là, on a la thématique de ce soir qui est consacrée au dépistage et au traitement des cancers masculins. Nous avons deux intervenants à ma gauche. Anne-Marie Barnes sera la première à s'exprimer. Elle est présidente et cofondatrice de l'association Having a Ball. Elle évoquera la trajectoire de son fils, Joseph, décédé l'an dernier à 41 ans, des suites de la maladie. Suite à son diagnostic, le réalisateur et animateur neuchâtelois avait créé avec son ami Andreas Enauk un podcast baptisé Having a Ball. Fondé en sa mémoire, l'association qui porte son nom poursuit son combat pour rendre l'information sur le dépistage du cancer des testicules plus accessible aux hommes de tout âge. Le deuxième intervenant est le professeur ou docteur Monsieur. J'ai toujours du mal avec les titres, avec les médecins, il faut faire attention. Bernardino de Bari, médecin-chef du service de radio-oncologie du RHNE, basé à La Chaux-de-Fonds. Il prendra la parole pour parler de la prise en charge du cancer de la prostate, qui est une de ses spécialités et qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme, avec près de 30% de prévalence. Il fera le tour des innovations thérapeutiques mises en place au sein du RHNE ces derniers mois. La conférence sera, comme de coutume, suivie par une partie de questions-réponses et ensuite un apéritif sur ma droite, qu'on pourra partager le verre de l'amitié. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Je m'appelle Anne-Marie Barnes et je suis ici à cette conférence grâce à l'invitation de Dr de Bari qui vous parlera, comme vous avez déjà entendu, sur des choses médicales, mais pas moi. Je vous parle comme maman d'un jeune homme qui a succombé du cancer du testicule il y a juste une année. Après sa mort, nous avons fondé cette association Having a Ball, une association à but non lucratif à sa mémoire. C'est un jeu de mots en anglais. Having a ball, ça veut dire avoir un testicule, avoir une boule, mais aussi rigoler, se fendre la gueule, rire. Alors, voilà. Nous sommes au mois de novembre, le mois quand les nuits deviennent plus longues et il fait plus froid, mais aussi connu depuis quelque temps, comme on vous a dit, pour le mouvement Movember, dédié à la santé masculine, pas seulement les cancers, aussi la santé mentale, la prévention de suicide et les cancers de la testicule, de la prostate et du testicule. Alors, pourquoi ce mouvement? Qu'est-ce que c'est le but de ce mouvement Movember? J'aimerais partager avec vous certaines choses que j'ai apprises sur les hommes et sur la façon dont ils sont différents des femmes. Et je ne parle évidemment pas du fait que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, comme le célèbre livre des années 90 de psychologie. Je ne parle non plus seulement du fait que les femmes sont généralement des meilleures communicatrices, que nous parlons davantage de nos sentiments. Je parle du fait que nous semblons prendre notre corps et nos problèmes, les femmes, nos problèmes de santé plus au sérieux souvent que les hommes. En fait, cette idée de la communication sont liées. Alors, d'abord, nos mères veillent à notre santé pendant notre enfance. À l'âge adulte, nous devenons responsables de nous-mêmes. Les femmes commencent alors à consulter une gynécologue dès l'adolescence pour des problèmes liés à leurs règles, la contraception, la grossesse, l'allaitement, la ménopause. Nous allons chez un gynéco pour des contrôles annuels et des dépistages parce que nous savons que si un cancer est détecté à un stade précoce, ça peut faire une immense différence à nos chances de survie. Il devient tout à fait normal pour nous de demander des conseils médicaux.
Nos médecins et aussi de plus en plus les médias nous disent d'examiner nos seins, ce que les femmes font de plus en plus. Lorsque nous sentons une grosseur, nous en parlons immédiatement à notre mère, à nos sœurs, à nos amis proches, puis nous allons voir un médecin. Et c'est là que réside la différence entre les hommes et les femmes, à mon avis. Les hommes ne communiquent pas leurs craintes, souvent pas. De plus, les jeunes hommes, ils ont souvent la tendance de se croire immortels, indestructibles, et à penser que le cancer ne les concerne pas, du moins jusqu'ils soient âgés. Alors au printemps 21, mon fils cadet avait senti une grosseur dans l'un de ses testicules. Il n'en a parlé à personne. Puis quelques mois se sont écoulés pendant lesquels il a eu très mal au dos. Si bien qu'il avait oublié la grosseur. Il s'est finalement rendu aux urgences pour Thalès, parce que comme beaucoup de jeunes, il n'avait pas un médecin de famille. Alors, et 2 jours plus tard, uniquement après un scanner et d'autres examens, on lui a diagnostiqué un cancer du testicule. Nous, sa famille, l'avons appris le 21 juin et je peux vous dire que notre monde a été bouleversé totalement. Nos vies se sont écroulées. Il a subi une orchidectomie, une ablation d'un testicule, quelques jours plus tard et a commencé une chimiothérapie immédiatement après car les tumeurs s'étaient déjà propagées à son abdomen, à son foie et à ses poumons. Au début, il a très bien réagi aux chimiothérapies. Les tumeurs commençaient en fait à rétrécir et nous espérions qu'il pourrait vaincre la maladie. Car même après la formation de métastases, le cancer du testicule réagit bien au traitement et a aussi un taux de guérison élevé. Mais tragiquement, malgré sa lutte très courageuse pendant 16 mois de chimiothérapie, de nombreuses interventions chirurgicales, une greffe de cellules souches, un coma artificiel et presque 130 jours à Thalès, le CHUV, à l'hôpital de Lille, les tumeurs se sont propagées au cerveau. Il a finalement décidé à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds quand il était sur le point de commencer une radiothérapie palliative avec le docteur de Paris. Il avait que 41 ans. Quelques jours seulement après le diagnostic de son cancer, alors en juin 21, mon fils a commencé une série de podcasts très informatifs, mais aussi très humoristiques avec un ami proche. Oui, des podcasts hilarants pour parler du cancer. Imaginez, il était unique, mon fils. Le podcast s'appelait « Having a Ball ». Son idée était de documenter son expérience du cancer, ou comme lui il disait, son voyage à travers le cancer, et de briser certains des tabous qui entourent le cancer du testicule, et de dédramatiser sa maladie pour son entourage, sa famille. Ces podcasts en anglais, certains sous-titrés en français, sa langue maternelle, ont inspiré des personnes du monde entier grâce à leur contenu informatif et courageux. Permettez-moi alors de revenir sur ce que j'ai dit précédemment, à savoir la différence entre les femmes et les hommes. Dans l'un de ces podcasts, mon fils a dit qu'un homme ne se voyait pas aller dans un bistrot et raconter à ses potes autour d'une bière qu'il avait ressenti quelque chose de bizarre sous la douche le matin. Ça ne se fait pas. Il garde ça pour lui-même. Mon fils Joey terminait toujours ses 25 podcasts de la même manière, en encourageant ses auditeurs à vérifier leurs testicules. S'il avait suivi son propre conseil plus tôt, il l'avait mis en pratique, il est fort possible qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Nous ne le saurons jamais. Il était très probablement aussi résistant au cisplatine, l'un des principaux ingrédients de son protocole de chimiothérapie. Mais dans son tout dernier podcast, enregistré ici, au 4e étage de Thalès, 6 jours seulement avant sa mort, qu'il savait imminente, il a déclaré
que s'il pouvait éviter à un seul jeune homme de vivre ce que lui avait vécu, alors sa mort aurait au moins un sens. Nous avons promis, sa famille et son ami Andreas, avec qui il avait fait le podcast, de poursuivre ce qu'il avait commencé avec tellement de courage. Et dès que notre chagrin nous l'a permis, nous avons fondé Having a Ball, l'association Joseph Barnes pour la prévention du cancer du testicule. Notre mission est de sensibiliser les hommes à la nécessité de faire des auto-examens mensuels des testicules comme les femmes le font avec leurs seins. Nous voulons promouvoir le dépistage précoce. Le 4 novembre, juste il y a à peu près 10 jours, le 4 novembre, nous avons eu notre premier événement en centre-ville de Neuchâtel pour communiquer de l'information sur notre association et notre but, notre mission. De plus, un neurologue, Dr Sanjeev Amadevan, a aussi fait des examens de 60 hommes, gratuitement et sans rendez-vous. Certains avaient que 16, 17 ans, l'âge optimal pour commencer avec de bonnes habitudes. La semaine précédant l'événement, j'ai distribué des affiches et des flyers, en particulier dans les lieux fréquentés par des hommes tels que l'université, les écoles de 3e degré, les fitness et les salons de coiffure. Et il y a une chose qui m'est spécialement restée en mémoire et j'aimerais bien partager ça avec vous. J'ai parlé de l'événement à un coiffeur et à ses 2 clients. J'ai demandé si je pouvais mettre des affiches. Le coiffeur, âgé d'une 30aine d'années, m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de cancer du testicule et qu'il n'avait certainement jamais vérifié s'il y avait une grosseur dans un de ses testicules. Il ne s'était jamais auto-examiné. Il a ajouté que sa femme allait chez le médecin, oui, ainsi que ses enfants, mais que lui-même n'avait pas le temps de le faire. Après tout, il était un homme et il devait être présent pour sa famille. Être malade n'était pas une option pour lui. Alors, notre brève discussion l'a fait réfléchir et il a promis d'en parler à ses amis et à ses clients et de mettre nos flyers. Et voilà, c'est pour changer cette attitude des hommes que notre association Having a Ball veut lutter. Alors, le cancer du testicule est le cancer le plus fréquent chez les hommes âgés de 15 à 44 ans. S'il n'est pas détecté à temps, les tumeurs cancéreuses peuvent se développer rapidement et doubler de volume dans l'espace de 10 à 30 jours. C'est énorme. Il est mortel s'il n'est pas traité. Pourtant, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, il peut être guéri à 95%. Imaginez. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à faire connaître nos associations et notre mission. Devenez membre si vous voulez ou faites un don, mais surtout, parlez de cette message qu'on essaie de faire avec notre association. C'est de parler avec vous n'êtes pas pour la plupart dans cet âge, mais parlez avec vos fils, avec vos petits-fils, avec les voisins, qu'il faut penser à un auto-examen mensuel pour voir, parce que si c'est détecté à un stade précoce, alors on peut être guéri. Pas comme mon fils. Et alors, on aimerait bien que le cancer du testicule soit aussi bien connu que le cancer des seins, parce qu'on entend tout le temps des cancers des seins, des cancers aussi de la prostate, qui sont tous les deux très sérieux. Mais il y a aussi des jeunes hommes qui pouvaient profiter de faire des auto-examens. Alors, je vous remercie, messieurs, dames, de votre attention. Merci. Bon, peut-être bien que l'émotion est là, vous l'entendez. C'est pas un médecin qui parle, donc forcément c'est beaucoup plus intéressant sur certains côtés parce que c'est la vie réelle, c'est ce qui se passe. Donc vraiment un grand merci Anne-Marie pour avoir été
pour avoir accepté ça. Et je pense que ta seule diapo, celle que tu as présentée, où il y a quelques informations essentielles pour le cancer de testicule, parce qu'on ne vous demande pas, bien entendu, de vous soigner tout seul. On vous demande juste de faire attention, de savoir que ça existe. Et si vous remarquez quelque chose de différent entre novembre et décembre, décembre et janvier, janvier et février, il faut en parler. Tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'est pas malade. Donc, vraiment un grand merci pour ton message. Je ne sais pas si les choses ont changé, mais quand j'ai rencontré Youssef en consultation, il m'avait raconté que moi, j'avais sûrement déjà connu sa voix, parce que lui, sa voix, elle était la voix qui était dans certains magasins, où je me trompe. Et aussi la voix dans des magasins, si je ne me trompe pas, c'est des annonces dans les magasins, des choses comme ça. Donc, je pense que même si on ne le sait pas, beaucoup de nous ont déjà entendu sa voix. Et ça m'avait plu l'idée de connaître quelqu'un avant de le connaître dans mon service, dans mon bureau. Donc, maintenant, on passe au cancer de la prostate. Je pense que partie de vous, ils me connaissent déjà, ils savent que c'est un peu un sujet dont je m'occupe maintenant depuis une quinzaine d'années. Je suis arrivé au RHNE le 1er janvier 2020 et depuis ce moment-là, il y a certaines choses effectivement qui ont changé. Ça a été un challenge, celui-là d'arriver ici, mais ce soir, le challenge, c'est de relever le défi que m'avait lancé un de mes mentors, le professeur Trodella, qui était mon premier professeur quand j'étais tout jeune interne à l'Université catholique de Rome, et qui disait, les gars, rappelez-vous que la radiothérapie, c'est quelque chose de clinique. Donc, ceux qui ont déjà connu notre service sont toujours un peu impressionnés par les machines, par la technologie. On fait le scanner, après il y a les contrôles, et puis la vessie pleine. Mais derrière cette technologie, j'essaye de vous expliquer, j'essayerai, c'est le défi ce soir, de vous montrer qu'effectivement, il y a de la clinique. Si on a tout ça, c'est parce que c'est au service de la clinique et c'est au service des patients. On va commencer avec un petit peu d'histoire, parce que quand on parle de radiothérapie, on voit les nouvelles machines de radiothérapie hyper modernes, l'intelligence artificielle. Ici, il y a notre ingénieure biomédicale, Elisabeth Amayag, merci d'être là, et avec laquelle j'ai partagé le podium il y a quelques jours en parlant d'intelligence artificielle en médecine. On pense que la radiothérapie, c'est quelque chose de très moderne, quelque chose qui est sorti hier, non? Alors que les rayons X, on les connaît depuis 1995. C'était Röntgen qui l'avait découvert complètement par hasard. Les belles choses, on les découvre d'habitude complètement par hasard, en médecine, je veux dire. Et déjà, en 1996, on avait commencé à utiliser les rayons X pour soigner les cancers. 1896. Okay? Donc, ça veut dire que le lien entre les rayons et l'oncologie, donc les traitements des patients avec un cancer, c'était quelque chose qui a été mis en évidence tout de suite. Et c'est en particulier Victor Despeigne à Lyon, c'est le monsieur que vous voyez plus ou moins au milieu de l'écran. C'était lui le premier qui avait soigné un de ses copains qui avait probablement un cancer de l'estomac. Un lymphome, parce qu'il avait répondu vraiment très, très, très bien. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir lire cet article qui est assez intéressant, parce que même si reste un article scientifique publié en français, vous pouvez le trouver sur Internet, sur la Gazette médicale lyonnaise, parce que lui, il était médecin de santé publique sur Lyon. Mais on voit par contre qu'il y a de l'émotion dans cet article, parce qu'il se rend compte qu'il y a un truc qui va se passer là derrière. Et il s'est rendu compte que ce malade qui ne mangeait plus, ce malade qui était venu tout jaune à cause de ce cancer de l'estomac, ce malade qui prenait de l'opium à l'époque, parce qu'il n'y avait pas le fentanyl, c'était de l'opium pour enlever les douleurs. Ce malade, après des séances de radiothérapie, il avait repris à manger, il avait
fait un truc, monsieur Despeigne, un truc que les jeunes médecins ne font plus. Il avait examiné les malades. Un truc bizarre aujourd'hui, un peu une révolution. Et donc, il avait examiné le malade et il avait pris les limites sur l'estomac. Il avait fait avec des traits de crayon sur son ventre. Et il avait vu que quelques semaines après, les traits s'étaient rapprochés. Donc, ça veut dire que la maladie se réduisait. Et là, il dit, je vais sûrement pas dire, ça je cite comme ça par cœur l'article, je vais sûrement pas dire que j'ai guéri ce malade, mais il y a de l'espoir là où il n'y en avait plus. Et ça, c'est une phrase que dans un article scientifique, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. OK? 1896. Après, ces jeunes hommes, c'est les professeurs Coutard, parisiens. L'histoire de la radiothérapie, c'est une histoire toute française. Hein. Beaucoup des développements, surtout au début, c'était en France. Et donc, M. Coutard, qu'est-ce qu'il fait? Il publie sur le Lancet, qui n'est pas exactement la Gazette du Village. C'est vraiment un journal très important pour les médecins. Il publie la première série de 150 malades traités avec les techniques de l'époque, avec les machines de l'époque. C'était des tubes à rayon X. Hein, donc, vous imaginez bien, ce n'était pas l'accélérateur que vous pouvez voir aujourd'hui à Radio-Oncologie chez nous. Mais avec ces anciennes techniques d'irradiation, il traite 150 malades entre 1920 et 1926. Et de ces 150 malades, 7 ans après, il y en avait entre 17 et 27% qui étaient vivants et qui étaient là, qui n'avaient pas de rechute de leur maladie. Ça, c'est le premier article publié en 1934 qui avait, certifié le fait qu'avec un traitement de radiothérapie, on peut soigner des malades qui ont des maladies cancéreuses et qui ont des maladies cancéreuses graves, parce que les cancers des ovaires et des voies aérodigestives sont des cancers assez graves. Et malgré tout, avec les anciennes techniques d'irradiation, déjà entre 17 et 27% de survie. Et il avait découvert aussi quoi? Il avait découvert qu'il y avait une différence. Il l'appelle la difference in sensitivity. Donc, ça veut dire une différence de sensibilité entre les tissus sains et les tissus malades. Il avait compris, il ne savait pas pourquoi, on est en 1934, que le tissu sain, les tissus malades, donc les cancers, répondent différemment aux rayons. Et que si on veut tirer le maximum d'avantages de la radiothérapie, ce qu'il faut faire, c'est de laisser le temps au tissu sain de récupérer des dégâts des rayons. Parce qu'il y a bien sûr des avantages, mais il y a aussi des effets secondaires. Mais Coutard, 1934, il avait déjà compris que si on laisse le temps au tissu sain de récupérer, aux cellules des tissus qui sont autour du cancer de récupérer, eh bien, le cancer, il n'arrive pas à récupérer. Les tissus sains, ils récupèrent. Et donc, on peut, disons, ouvrir une sorte de fenêtre où on est efficace sur le cancer, tout en restant, disons, acceptable du point de vue des effets secondaires. Okay? Et c'est exactement pour cette raison, 1934, donc il y a presque 100 ans qu'on le sait, presque 100 ans qu'on le sait, c'est pour cette raison qu'on vous embête à venir plusieurs fois à la Chaux-de-Fonds, ou en tout cas dans un service de radio-oncologie, pour faire la radiothérapie. Parce que ce n'est pas comme la chirurgie, tout vient, je t'endors, je t'opère, tout te réveille, enfin on l'espère en tout cas. Et, bon, écoutez, il faut tout considérer. Hein. Et puis, quelques jours de récupération, et puis, c'est fini. Les rayons, il faut venir à plusieurs reprises, justement pour cette raison-là. C'est parce que le temps entre une séance et l'autre, c'est le temps qu'il faut au tissu sain de récupérer. Et c'est depuis donc 1920-1930 que l'étalement classique, donc les degrés par séance, comme on dit, c'est le standard en radiothérapie. Et on fait combien de séances? Mais on fait un nombre de séances qui est fonction de la maladie que nous voulons traiter. Donc, il y a certaines maladies qui sont très radio- et chimiosensibles. Par exemple, les cancers du testicule, ce sont des cancers qui sont très radiosensibles et très chimiosensibles. Et donc, ce sont des cancers qui ne nécessitent pas de beaucoup de séances de rayons pour y arriver. Okay? Et il y a d'autres maladies qui sont plus radio-résistantes, pour lesquelles il faut soit taper plus fort, soit taper plus longtemps. Donc la durée est fonction de la maladie et de la radiosensibilité de la maladie.
Mais la radiothérapie, depuis 1934, a connu des changements, des améliorations techniques qui nous ont permis de passer d'une radiothérapie très, disons, banale, si vous voulez, ce qu'on appelle la radiothérapie 2D. Là, c'est la prostate au milieu. À l'époque, quand ils n'avaient pas de scanner, quand ils n'avaient pas de machines super performantes, ils avaient juste des radiographies, parce que le scanner a été introduit en radiothérapie aux années 80, mais Coutard, sa publication, c'est de 1934. Donc on a quand même traité des malades sans scanner, hein. On n'est pas... Enfin, je veux dire, on a la preuve. Et comment ils faisaient? Ils avaient des radiographies, mais ils étaient conscients des limites qu'ils avaient. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas voir la prostate où elle est, comme on peut le faire nous aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des sortes de marges assez larges autour de la prostate pour être sûr de l'avoir toujours dans ce qu'on appelle les champs d'irradiation. OK? Sauf que quand on fait quelque chose comme ça, le résultat, c'est que comme vous le voyez, pardon, excusez-moi, comme vous le voyez ici, il y a une partie de la vessie qui prend de la dose, il y a une partie du rectum qui prend de la dose, donc forcément, ce sont des parties qui vont connaître les effets secondaires de la radiothérapie. Suite aux améliorations techniques, par exemple, ils ont mis des petites, ce qu'on appelle des lames dans l'accélérateur qui nous permet de cibler de façon plus précise tout en épargnant les organes qui sont autour. Donc, on peut protéger le rectum, on peut protéger la vessie. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a? On a une cible qui est toujours dans le champ d'irradiation parce qu'on a la possibilité de la voir mieux aujourd'hui. Et donc, si on peut épargner les organes qui sont autour, qu'est-ce qu'on fait? On peut taper plus fort. Soit on peut taper plus fort à chaque séance et donc réduire le nombre de séances totales, ou bien on peut augmenter la dose. Et on sait qu'en oncologie et en radio-oncologie en particulier, le fait d'augmenter la dose totale sur la tumeur, ça nous donne plus de chances et ça donne aux malades plus de chances de s'en sortir. Et puis, on a commencé à faire quoi? Oups. Ça marche plus? Non. Oui. Et donc, le résultat, c'est ça. C'est que aux années 70, c'était une sorte de carré qu'on faisait autour de la cible qui nous intéresse à traiter. Et aujourd'hui, on a évolué vers ça. On lui donne une forme qui est bien différente par rapport à ce qui était la situation des années 70, tout en permettant donc d'épargner plus d'organes critiques et donc être moins toxique par rapport à ce qu'on faisait avant. Et puis, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que pendant la radiothérapie, on fait bouger les lames. Ce qu'on ne faisait pas avant, ce qu'on appelle la radiothérapie à modulation d'intensité. Ça, c'est la radiothérapie moderne. Et le fait de faire bouger les lames, ça nous permet encore plus d'épargner les organes critiques qui sont autour de la maladie. Et donc, encore une fois, de réduire le risque d'effets secondaires et donc, encore une fois, de nous donner la possibilité soit de taper plus fort à chaque séance, soit de taper plus longtemps sur la maladie et augmenter donc la dose totale sur la maladie et donner plus de chances à nos malades de s'en sortir. Et vous voyez bien qu'entre la radiothérapie 2D, qui est celle que vous voyez de ce côté-là, celle que je vous ai dit comme une sorte de boîte autour du cancer, ça c'est pas de la prostate, hein, c'est de l'ORL. Donc on est au niveau de cette partie-là. Là, ce qu'on veut traiter, c'est ce que vous voyez en vert. Avec l'ancienne radiothérapie, vous voyez que toute la partie autour, je pense que je vais prendre ça, c'est mieux, toute la partie autour, ça c'est la langue, ça c'est les dents, ça c'est la moelle épinière, ça c'est les glandes salivaires qui sont là et là. Donc pour traiter cette partie-là, on traitait tout un champ beaucoup plus grand. Avec la radiothérapie 3D et après avec la modulation d'intensité, ça c'est comme la météo, hein? Ou c'est bleu, c'est froid, ou c'est rouge, c'est chaud. Sauf que quand c'est chaud, à cause de la météo, on se met un maillot de bain et ça va très bien. Quand il fait chaud en radiothérapie, ça veut dire qu'ici, il y a toute une dose qui arrive au cavum, à la cavité orale,
Et ça fait quoi? Ça fait péler à l'intérieur, ça fait des surinfections, ça fait manger moins bien, ça fait perdre du poids. Et donc, le fait de passer du rouge au bleu, ça donne moins de doses. Ça donne moins de doses ici, par exemple, où il y a les glandes salivaires. Qu'est-ce qu'ils font, les glandes salivaires? Les glandes salivaires, ils donnent la salive. La salive, il nous faut pour manger, tout simplement. S'il devient très épaisse à cause de la radiothérapie, et c'est ce qui s'est passé avec la radiothérapie en 2D, ce qui se passe encore aujourd'hui, je ne dis pas le contraire, mais ça se passe beaucoup moins et de façon beaucoup moins importante, forcément les gens, ils arrivent à manger mieux, ils perdent moins de poids, ils ont moins d'infections dans leur bouche. Tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on peut faire ce qu'on appelle l'escalade de dose, donc augmenter la dose là où nous intéresse, parce que toutes les techniques que je vous ai montrées, ça nous permet de réduire la dose sur les organes critiques. Réduction de la dose aux organes critiques, ça veut dire réduction des effets secondaires. Mais quand on commence à faire quelque chose de très précis, ça signifie aussi qu'il faut beaucoup plus de contrôle. Parce qu'on peut être très précis, mais on peut se tromper aussi de façon très précise. Tapez toujours à côté. On est très bon. On ne se trompe pas parce qu'on se trompe toujours. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir que la machine, elle doit aller livrer la dose comme on veut et là où on veut. Donc, quand vous nous appelez très justement, je le souligne, très justement, en me disant « Eh oh, moi j'ai fait le scanner de simulation il y a 10 jours et tu ne m'as pas encore fait commencer la radiothérapie. » Si on faisait la radiothérapie en 2D, on aurait pu commencer les jours suivants, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a tous ces contrôles à faire pour être sûr qu'on est en train de taper au bon endroit, ça explique. Et ça justifie un peu pour quelles raisons, des fois, il y a besoin de quelques jours de plus avant de mettre en place la radiothérapie. Bien sûr que vous êtes angoissé à la maison. Ça, je l'entends. Mais bien sûr aussi que moi, je suis angoissé à l'idée de délivrer une radiothérapie si je ne suis pas sûr de faire ce que je dois faire. Et donc, je préfère perdre, entre guillemets, ou plutôt prendre 2 jours de plus et délivrer une dose comme il le faut, plutôt qu'essayer d'aller plus vite, aller à la rencontre de votre angoisse et puis pas savoir ce que je suis en train de faire. Donc, on est passé de quelque chose qui était carré. Vous voyez que la partie rouge, maintenant, vous l'avez appris, ça tombe tout derrière, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme ça. Et tout derrière, il y a quoi? Tout derrière, il y a un truc qui s'appelle le rectum. Alors que la prostate, elle est là devant. Donc, vous voyez bien que les années 80-90, il y avait beaucoup de doses qui arrivaient sur le rectum, là derrière. Et donc, les effets secondaires, ils étaient plus importants. Mais on ne pouvait pas faire différemment. On n'avait pas le scanner. Ou quand il a commencé à avoir le scanner, on n'avait pas encore les lames dans l'accélérateur. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc, la dose ici, les gars, à l'époque, ils n'étaient pas cons, ils le savaient. Donc, forcément, ils donnaient une dose un peu moins importante. Ils y allaient plus doucement. Parce qu'ils étaient conscients des limites. Ils savaient qu'ils étaient en train de donner de la dose sur le rectum. Mais moins de doses sur la prostate, ça a été déjà démontré de façon claire, ça veut dire aussi plus de récidive. Et on est passé de ça à une imagerie qui est de plus en plus poussée. Aujourd'hui, vous venez dans mon service sans avoir une IRM de la prostate, moi je vous renvoie tout de suite, il n'y a pas de souci. Il me faut une IRM. Parce que si j'ai une IRM, pardon, excusez-moi. Si j'ai une IRM, déjà, j'en sais plus de votre maladie, ce qu'on appelle le staging. Quelle est la maladie? Elle est où la maladie? Est-ce qu'elle est restée dans la prostate? Est-ce qu'elle est sortie de la prostate? Est-ce qu'elle touche les vésicules séminales? Est-ce qu'il y a des ganglions qui sont touchés? Tout cela, ça change quoi? Ça change ce qu'on appelle les volumes de radiothérapie. Donc, ce n'est pas juste un caprice du docteur qui s'est réveillé un jour et qui veut une IRM. Parce que chaque patient a une maladie qui est différente par rapport à l'autre. OK, peut-être que la dose va être la même, mais les volumes de radiothérapie seront différents. Et ils seront différents en fonction des résultats de l'imagerie. Et aujourd'hui, on peut intégrer les informations de l'imagerie pour savoir où est la maladie, pour la planification du plan de traitement, donc pour savoir où je dois taper, je vais vous montrer, et puis tout ce qui se passe après. Parce que si je n'ai pas la photo initiale de votre maladie, comment vous voulez que je puisse évaluer si la maladie a répondu ou pas répondu? Et donc, il faut avoir le bon examen pour le bon malade et pour la bonne maladie. Enfin,
Il n'y a pas de bonne maladie. Pour la maladie dont on est en train de parler. À l'époque, pour vérifier la position du malade, on n'avait pas de scanner. On avait juste des radiographies. Est-ce que vous arrivez à voir une prostate là? Et ça, c'est ce que je voyais il y a 20 ans quand j'étais interne, quand j'étais assistant. C'était mon quotidien. Je ne sais pas si vous avez fait la guerre, mais moi j'ai fait la guerre à la radiothérapie. Aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a des machines qui peuvent faire des scanners. Donc, on a un scanner initial qui est le scanner qu'on appelle de simulation, qui est le scanner qui est le point de départ de toute la planification en radiothérapie. Et on vérifie que la position de la prostate qui est là et qu'on la voit bien soit toujours au bon endroit quand je suis en train de taper. Et donc, on peut voir les images en 3D, donc l'image axiale, l'image latérale, l'image frontale, savoir si le patient il est bien positionné. Quand on vous demande la vessie pleine et le rectum vide, ben ici, tu veux bien avoir la vessie pleine et le rectum vide, tu ne le vois pas là. Hein? À l'époque, on ne faisait pas tout ce bordel. Mais on faisait aussi des champs d'irradiation qui étaient beaucoup plus grands. Donc, le rectum derrière, il en prenait de la dose. Hein? Alors que là, vessie pleine et rectum vide, ben on la voit la vessie, elle est là. Qu'elle est là. Donc, on peut vérifier si vos conditions sur la machine sont les mêmes de quand on a planifié au début. Donc, avant, on avait les 2D, les 3D, on avait des gros carrés avec une prostate qui bougeait, on ne sait pas où elle était, donc on avait des grands champs d'irradiation. Puis on est passé à faire de la sculpture, on va dire, de doses. Donc on reste très concentré autour de la cible qui nous intéresse à traiter. C'est l'IMRT que je vous ai montré, le rouge et le bleu que je vous ai montré. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle l'IGRT, donc l'Image Guided Radiothérapie, la radiothérapie guidée par les images, parce que les machines de radiothérapie peuvent faire des images, peuvent faire des scanners. Donc on voit où on tape, et donc on est très ciblé, très précis, et donc on peut augmenter la dose, et ce qui fait quoi? Ça improve outcome, et en anglais ça veut dire ça augmente et ça améliore les résultats cliniques, et en même temps ça réduit the side effects, ça réduit les effets secondaires de nos traitements. Pardon pour mon anglais, madame Anne-Marie, je suis désolé. Là, vous ne cassez pas la tête à lire en anglais, ce n'est pas ça la question. Moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est de prendre ce qui sont les guidelines, donc les recommandations de l'NCCN. L'NCCN, c'est aux États-Unis une des principaux, disons, comment on peut dire, un réseau de professionnels qui se met ensemble, qui se met autour d'une table. Donc, il y a des spécialistes du poumon, des spécialistes du sang, des spécialistes de la prostate, du testicule, qui se met autour d'une table et qui disent, ben, sur la base des études qui sont sorties cette année, eh ben, la prostate, il faut la traiter comme ça, le testicule, il faut le traiter comme ça. Enfin, la prostate. Les patients avec un cancer de la prostate, parce que ce n'est pas une prostate. Les patients avec un cancer de testicule, il faut le traiter comme ça, etc., etc., etc. Ça, c'est l'NCCN. Et toutes les années et très régulièrement, ils ressortent des guidelines, des recommandations qui sont mises à jour sur la base de nouvelles recommandations. 2014, OK? Donc, il y a 9 ans. Il y a 9 ans, le standard, c'était 42-45 fractions pour traiter une prostate. OK? C'était le standard. Moderate hypofractionated, ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui les 20 séances en radiothérapie. On est passé de 42 à 20. Les 20 séances étaient considérées comme they can be considered. Ça veut dire on peut le considérer when clinical indicated, quand on peut. Donc, il ne faut pas exagérer non plus, il faut y aller doucement avec les 20 séances. Et puis, l'extreme hypofractionated, etc., etc. Donc, quand on fait les 5 séances, eh bien, cautious alternative to conventional radiotherapy. Donc, il faut y aller très doucement, il ne faut pas le faire, et il faut le faire quand vous avez une technologie appropriée, quand les médecins ils savent le faire, quand les physiciens ils savent le faire. Il y a 9 ans, hein,
On n'est pas en train de parler de l'étude de Coutard de 1934. Il y a 9 ans. On disait que les 5 fractions, c'était que dans les études et que dans des centres qui savent le faire. Donc, si on veut le traduire en feu, c'est feu vert pour les 40 séances, feu jaune, orange pour les 20 séances, presque feu rouge pour les 5 séances. Les gens, au fur et à mesure, ils se sont mis de plus en plus à faire des 5 séances, des 20 séances, et on fait moins en moins de 42 séances le long du temps. Et aujourd'hui, 2022, et c'est exactement la même chose en 2023, donc 9 ans après, eh bien, on a commencé à dire que il faut faire le should be offered, ça veut dire il faut faire les 20 séances, celui-là qui était feu orange tout à l'heure. Hein? Aujourd'hui, should be offered, doit être fait. Et 100% de ces gens-là sont d'accord, consensus de 100%. Ça a été publié en 2018, donc c'est 4 ans après ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et nous sommes en train de faire les 20 séances. Ça, c'est ce qu'on fait dans notre service aujourd'hui chez tous les patients qui ne peuvent pas recevoir les 5 séances. Donc, les 40 séances oubliées, parce qu'on n'en fait plus. Et puis, la radiothérapie qu'on dit stéréotaxique, donc l'SBRT, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on ne la fait pas? Est-ce qu'on peut la faire? Il y a 9 ans, on a dit non, feu rouge. Eh bien, maintenant, on a des études, il y a plus de 7000, 8000 malades qui ont été inclus. Il ne faut pas être médecin pour comprendre que ça, c'est pareil par rapport à ça, par rapport à ça. Et ça, c'est les 5 séances. Ça, c'est les 20 séances. Ça, c'est les 40 séances. Ça, c'est en termes de résultats cliniques, en termes de contrôle de la maladie, en termes de possibilité de guérir de cette maladie. Et vous voyez que, à l'arrivée, ils sont tous ensemble. Et ça, c'est en termes d'effets secondaires. Donc, le fait de faire 5 séances, donc de taper plus fort à chaque séance, parce que si je dois faire en 5 séances ce que je faisais sur 40 avant, c'est de la division. Il ne faut pas non plus aller chercher, c'est la mathématique pure et dure. Ce que je faisais sur 40, je le fais sur 5. Donc, je tape plus fort à chaque séance. Eh bien, vous voyez qu'en termes d'effets secondaires, il n'y a pas plus d'effets secondaires en faisant les 5 séances par rapport à ceux qui faisaient les 20 séances et 40 séances. Et ça, pourquoi on peut faire ça aujourd'hui? Parce qu'on a la radiothérapie à modulation d'intensité qui nous a fait passer du rouge au bleu, comme je vous ai montré dans les images du patient avec un cancer de l'ORL, parce qu'aujourd'hui, on peut voir où on tape, parce qu'aujourd'hui, on peut voir de façon très précise où on voit, et donc, on peut se permettre de taper plus fort à chaque séance, parce qu'on a une technologie qui est au service de la prise en charge du malade. Et donc, en 2022, les feux, qui étaient rouges, jaunes et verts, maintenant, les 3 options, les 40 séances, les 20 séances, les 5 séances, ils sont devenus toutes des feux rouges. Et ils sont des feux verts. OK? Ça me plaît, ça veut dire que vous suivez. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il faut se mettre à la page, il faut faire les 20 séances parce que should be offered, comme ils disent les Anglais, doit être proposé à nos malades. Et quand c'est possible, les 5 séances aussi. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui chez nous. C'est les 5 séances. Et pourquoi on peut faire ça? On peut faire ça, par exemple, parce qu'on fait des IRM à tout le monde. On les superpose avec les images du scanner de simulation. On voit où est la prostate, mais ça, vous savez faire même avant. Oh. Ah oui, je comprends mieux. Donc, on voit où elle est la prostate, mais là, on voit aussi où elle est la maladie. Donc, on est en train de pousser un gros carré autour de la prostate à où elle est la maladie dans la prostate, parce que j'ai l'IRM qui me permet de la voir. Et les rouges,
et bleu que je vous ai montré tout à l'heure, de façon un peu grossière, si vous voulez, ben là, on pousse encore plus loin parce que ce qu'on fait, c'est de donner une dose élevée là où il y a la maladie, mais en même temps, on peut identifier où est l'urètre, c'est-à-dire ce tout petit tuyau qui passe au milieu de la prostate et qui fait sortir le pipi, et on peut l'éviter. Donc, vous voyez que c'est rouge là où il y a la prostate et là où il y a la maladie, et c'est un peu plus jaune au milieu parce que c'est ici que ça passe ce tuyau. Et donc, on peut l'éviter. Et donc, moins de doses en radiothérapie sur un organe critique, ça correspond à moins d'effets secondaires pour cet organe critique. Donc, le patient, il va avoir moins de gêne du point de vue urinaire, par exemple. Et c'est ça. Ça, c'est un cas d'un vrai patient dans lequel ça, c'est la prostate. La maladie, elle était là. Et vous voyez que c'est vert, ben parce que là, c'est rouge. Donc, ça comme la météo, encore une fois. Ici, on est en train de taper très fort sur la maladie. On est en train de traiter à une dose différente le reste de la prostate. Et pourquoi on peut le faire? On peut faire ça parce qu'on a acquis en début 2022, mis à part les accélérateurs qui nous permettent de faire cette distribution de doses. Et ça, on l'avait déjà. Mais on a acquis ce système, qui est un système qu'on appelle RayPilot, qui est basé sur une sonde urinaire. Une sonde urinaire, au bout de cette sonde urinaire, il y a un GPS, comme sur la des voitures. Quand je mets la sonde urinaire dans le zizi de monsieur, ben le GPS, il va finir où? Il va finir dans la prostate. Donc, si la prostate, elle bouge en cours de radiothérapie, eh ben, il y a un plateau sous le patient. Il y a un câble qui est connecté à ce tableau-là. Et donc, si ça bouge, ben, je le vois. Et si ça bouge trop, et quand je dis trop, c'est plus que 2 mm, on est à 2 mm près. Si ça bouge à plus de 2 mm, je stoppe la radiothérapie. Et j'essaye de comprendre pourquoi ça a bougé. Parce que s'il y a des gaz qui passent dans le rectum, ben, le rectum, il est collé. Hein? Alors, quelqu'un qui a eu déjà le plaisir d'avoir un toucher rectal, il sait qu'on fait un toucher rectal parce que la prostate, elle est juste en face. Donc, s'il y a des gaz qui passent par là, s'il y a des sels qui se mettent dans le rectum, ben forcément, ça va faire bouger la prostate. Et je le vois, par contre. Parce que le GPS, il va me montrer qu'il y a un moment. Donc, je vais réinstaller le malade, recontrôler la position du malade et recommencer le traitement. À travers la sonde urinaire, je peux remplir la vessie à la quantité que je veux. Je fais passer de l'eau, enfin de la physiologique, si on veut être précis, directement dans la vessie, 150 cc, 150 cc. Et c'est toujours la même chose pendant tout le traitement. Donc, la variabilité qu'on peut avoir entre une séance et l'autre, parce qu'essayez, vous, le monsieur et les madames aussi, d'avoir toujours la vessie pleine de la même façon après avoir bu 500 cc d'eau. C'est bien mignon, mais vous n'allez pas y arriver, et moi non plus. OK? Donc, le fait de pouvoir avoir accès à la vessie via la sonde, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ben, de la remplir, toujours de la même façon. Et donc, les conditions ils sont toujours répétées. Donc, on est de plus en plus précis. C'est pour ça qu'on peut faire les 5 séances aujourd'hui. Et quand je suis arrivé, il y a 4 ans, on faisait encore les 40 séances. Ben, c'est juste qu'on s'est amélioré. Ce n'est pas moi le génie de la situation. Hein. Et donc, la question qui pose ici, c'est pour quelle raison je dois traiter en orange alors qu'au final, c'est une mandarine que je veux traiter. Moi, ce que je dois arriver à avoir avec ma technologie, c'est un moyen pour traiter en orange quand j'ai un orange, une pomme quand j'ai une pomme, une mandarine quand j'ai une mandarine et une cacahuète si c'est une cacahuète. C'est ça le but de la manœuvre. Et c'est là qu'on peut arriver avec la technologie. Alors, moi, je suis bien sympa, je vous raconte tout cela, mais moi, je suis médecin, donc je ne me suis jamais tapé une sonde urinaire dans mon zizi, en tout cas pas pour un cancer de la prostate. Par contre, j'ai un de mes patients qui a bien voulu participer ce soir, M. Anger, si vous voulez, qui va vous raconter plus ou moins comment ça s'est passé son traitement avec ce nouveau système. Bien entendu, je n'ai pas payé monsieur. Je n'ai rien. Pas encore, en tout cas. Parce que je le connais, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il va sortir. Et donc, je laisse témoigner et puis je reprends la parole pour conclure cette présentation. Merci. Service.
Je suis désolé, je ne serai pas payé. Alors, je peux dire n'importe quoi. Bonsoir. Je suis Joseph Angern de La Chaux-de-Fonds et puis j'ai été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Alors, inutile de dire qu'il a tapé très fort, là. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais il a vraiment tapé. Vous l'avez cherché un peu, quand même. On l'a cherché. Moi, on a entendu toute une explication scientifique sur la façon de traiter, etc. J'aimerais parler un petit peu de l'humain, un peu comme on réagit, parce que Madame, elle a dit qu'on réagissait pas la même chose que les femmes. Et aujourd'hui, j'ai eu une grande discussion avec mon fils à midi. Puis j'ai dit, écoute, tu ne peux pas croire que j'ai un petit problème. Tu sais que je me suis fait opérer de la prostate, puis il me dit, ouais. Et puis, sexuellement, j'ai quand même 2-3 petits trucs qui ne vont pas au niveau de l'éjaculation. Alors lui, tout de suite, il me dit, oh papa, tu ne vas quand même pas me discuter, tu ne vas quand même pas me parler, je veux pas, tes trucs intimes, moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est exactement à ce que vous avez dit avant, à quoi on arrive, ben c'est ça. C'est qu'il faut avoir le courage d'oser parler. Moi, je pensais qu'il y avait plus de jeunes que ça, mais on est un petit peu tous du même âge. Et je me dis que c'est vraiment intéressant de discuter de ça avec eux. Ils n'ont pas l'habitude. Et il faut leur donner l'opportunité, l'ouverture pour qu'ils puissent en parler, tout simplement. Et puis, pas prendre ça au tragique. J'ai toujours rigolé de tout ça. Alors, c'est pas facile. Je venais d'être opéré d'un cancer, d'une tumeur dans l'intestin grêle. J'avais 4 tumeurs. Ils ont découvert 4 tumeurs. J'avais 2% de chance de m'en sortir. Mais j'ai une terminologie. Je fais pas comme lui, là. Et ça n'a jamais été ma maladie. J'ai toujours dit à cette maladie, je te veux pas, je sais pas qu'est-ce que tu fais là, et tu n'as pas le droit d'y rester. Alors c'est un peu un combat dans la tête. On change de paradigme, on change de langage. C'est pas la mienne, je la veux pas, et puis elle va partir. Alors c'est déjà ce qui s'est passé avec la première fois que j'ai eu ces cancers. Puis ensuite on me diagnostique celui-là, puis je me dis mais waouh. Alors, je vais vers un professeur à Genève et on a plein de questions. Tumeur. La première chose, tu as une tumeur. Ça veut dire que tu vas mourir, quoi. Tu as une tumeur. Et ça provoque quelque chose en nous. Je ne sais pas combien il y en a qui en ont eu ici, peut-être tous, mais c'est vrai que ça fait une drôle d'impression. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté, elles m'ont dit, j'ai vu ma vie, moi je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini, je suis foutu. Je suis mort. Alors moi j'ai été chez ce professeur, quand il a vu mon ventre, il a dit, ah non, je ne peux pas vous opérer. C'est Tchernobyl, ça, là-dedans. Ils ont tout ouvert, ils ont enlevé des bouts, ils ont recousu, c'est attaché, c'est collé, on ne peut rien faire. Puis il m'a dit, j'ai un collègue à La Chaux-de-Fonds, et ça j'ai aimé. D'abord, ça met un peu en confiance, parce qu'il y a déjà un professeur qui vous recommande une personne. Puis ensuite, on tombe sur la personne. Et la personne, ça aussi, c'est déterminant. Parce qu'il faut savoir parler, discuter. Il faut savoir, on peut tout lui dire. Et puis, il enlève les tabous. Parce que ça, on a quand même un peu d'appréhension. Quand il parle aussi facilement de mettre quelque chose dans le zizi, oui, ben, c'est un toubib. Mais moi, je devais recevoir le truc dans le zizi. Alors, c'est angoissant, ça. On se dit, ça va faire mal. Eh bien, non, parce que tout s'est passé vraiment comme il faut. Il a su expliquer, il a su dire les choses. Et puis, j'y étais avec tranquille. Après, il y a les 5 séances. Alors, comme il a dit, c'est nouveau. Moi, j'étais à peu près au début de... Voilà, et c'est très nouveau. Or, on vous dit,
vous avez tous ceux qui ont eu des choses comme ça. Oh, tu as les 40, et puis ça brûle, puis t'auras ci, puis ça, puis les effets secondaires. Oh, mon pauvre ami. Là, j'arrive, il me dit non, 5 séances. On va faire ça en 5 séances. Alors, bon, on se pose des questions. On se dit, il fait ça à la va-vite, il fait ça comment? On n'a pas toutes les explications qu'il a données ce soir. Ça, on devrait peut-être les avoir avant. Hein. Il devrait prendre. Mais bon, s'il doit prendre 1h30 pour chaque client, chaque patient, pardon, c'est peut-être un peu difficile. Il n'empêche que ces explications-là, ça nous rassurerait encore plus. Et il y en a qui disent faire confiance à son médecin, c'est déjà une grande chance, une grande probabilité de guérison. Ils vont juste à dire 60 à 80% de guérison. Si le Toubib fait bien son boulot, oui, ça, je suis d'accord. Alors, ben, voilà, il a commencé à m'entreprendre, bien sûr. On est devenus amis, non pas parce qu'il a touché mes parties intimes, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais parce qu'on a pu développer un langage. On a pu, voilà, moi j'avais confiance en lui, tout, puis il a vu que, voilà. Après, moi, s'il avait pu faire ça en une séance, ben, ça aurait été OK. Mais déjà, c'est 5 séances. Alors après, effectivement, on se pose aussi des questions sur qu'est-ce qui peut se passer après. Parce qu'on a le syndrome du cancer. Le syndrome du cancer, c'est à peine que vous avez mal au ventre, on devient hypochondriaque. Ça nous fait peur. On croit toujours que ça va revenir. Et puis alors là, ben, il me rassure, non, etc. J'étais à 16 ou je ne sais plus combien, je suis descendu à 1,8 au niveau du PSA, c'est magnifique, tout va bien. Et puis, il me posait toujours des questions. Comment ça va pour aller à Celle? Comment ça va? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu as du sang? Est-ce que... Non, tout va bien, pas de problème, etc. Puis un jour, je me suis dit, ouais, il faut quand même que je vais y parler, quand je vais y dire. J'ai du mal à éjaculer. Bien sûr, il a rigolé, parce qu'il prend à la rigolade. Il ne veut pas. Puis il me dit, mais c'est normal, parce qu'il peut y avoir des choses. Et puis j'ai dit, puis quand j'éjacule, il y a des petits bouts noirs qui sortent. Puis il me dit, mais ça, c'est normal aussi. Il faut que ça se nettoie là-dedans, etc. Puis après, j'ai dit, mais il y a aussi autre chose. Si j'éjacule souvent, j'ai moins de douleur pour aller faire pipi, par exemple. Parce qu'uriner, c'est pas toujours facile. Quand on a eu ce genre d'opération-là, on a comme... Ça retient un peu, ou c'est un peu des... Et toutes ces choses ont disparu. Elles partent gentiment. Alors bien sûr, lui veut me donner des médicaments. J'ai dit, écoute, je veux pas, moi j'en veux pas. J'ai l'assurance qu'il y a autre chose qui va se passer. Je me considère comme guéri. Et je crois que ça, c'est une grande chose que je peux dire dans ma façon de voir les choses, c'est que quand il a fait ce qu'il avait à faire, je me suis considéré comme guéri. Pour moi, c'était clair et net. Je suis guéri. Et j'ai toujours été vers lui en lui disant, je suis guéri, tout va bien, j'ai un petit peu des trucs qui... Voilà, mais voilà. Pas d'incontinence. C'est tellement ciblé, c'est tellement bien fait. Quand il dit une cacahuète, c'est magnifique comme ils travaillent maintenant et ce qu'ils arrivent à faire avec. Et on sent rien. On sent rien. C'est magnifique. Je peux dire que je pensais que ce serait difficile pour moi, que ce serait peut-être même difficile d'en parler. Moi, j'en parle à tout le monde. Hein. Je rencontre des gens qui ont des problèmes prostate ou de vessie. Je leur dis, non, va, j'ai un bon Toubib, va y rendre visite là-haut, va regarder. Je les envoie, puis je leur parle, puis on discute de ça sur le trottoir. Parce qu'il faut savoir en parler. J'ai un ami qui s'est fait opérer des testicules, cancer des testicules. Alors, voilà. Lui aussi, il n'osait pas en parler. Il est tombé sur un gars qui a osé lui en parler, puis lui dire, ah ouais, il paraît que tu as des douleurs ou n'importe quoi. Ils ont commencé à parler de ça. La semaine d'après, il était chez le médecin. Ils l'ont opéré. Ils lui ont enlevé les testicules, parce que c'était les deux. Et puis, il a eu la vie sauve. Il est toujours maintenant. Il est toujours là. Bon, un peu diminué quand même, mais bon, voilà.
Alors, je voulais donner, moi, ce témoignage, tout simplement parce que je trouve que c'est extraordinaire de voir la science, comment est-ce qu'elle a évolué. Il parle de 1880, hein? Ouais, 1896. Et puis, on arrive maintenant à 2023, 2022, puis on voit ce qu'ils sont en train de faire. C'est plus vraiment un problème. On a avancé. Par contre, le problème, c'est ce que madame, elle a dit. Il y a des prospectus, prenez-les tous, puis distribuez-les tous, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est une question de dialogue, c'est une question d'en parler, c'est une question d'oser le faire. On a des tabous, nous, les mecs. On n'a pas envie de parler de ces choses-là. Quand on était jeunes, oui, on était à l'école, on regardait celui qui arrive à gicler le plus loin. Ah ouais, ben oui, il y a beaucoup de monde qui l'a fait. Hein. S'il y en a qui ne l'ont pas fait, vous avez loupé quelque chose. Hein. Mais c'est pas seulement ce but-là. Maintenant, on a aussi un âge pour en discuter. Moi, j'ai 11 petits-enfants. Il y a plein de mecs là-dedans. Il faut pouvoir leur en parler. On n'est plus au tabou où « tu te touches » ou « c'est sale, ça ». Ben non. Il faut savoir leur expliquer. Quand elle dit « tu sens une douleur, là? T'as une boule? T'as quelque chose ?» On va regarder ça. Alors, bon, on a eu peut-être de la facilité. Notre dernier fils a passé par un accident de voiture où il a eu l'urètre sectionné, où il a eu 10 fractures au bassin. Il a été écrabouillé, mais il s'en est sorti. Il n'a aucune séquelle, il n'a rien du tout. Et puis, on avait l'habitude de parler de ça. On avait l'habitude de dire comment ça va, tu peux faire pipi. Il a eu une poche pendant un temps. Et tout ça, ça nous a facilité les choses. Tout le monde n'a pas cette chance, entre guillemets, cette chance, de pouvoir avoir cette expérience-là pour pouvoir en parler avec les autres. Mais je crois que tous mes petits-enfants, maintenant, ils savent que c'est pas grand-papa sexuel. Comprenez ce que je veux dire? Mais on peut parler de tout avec grand-papa. Avec grand-maman, mais alors, ça y va, quoi. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Ne laissez pas vos jeunes s'emmurer dans un silence néfaste, quelque chose qui va, parce que ça se propage très vite. C'est une saleté. Cette maladie du cancer, c'est vraiment une saleté. C'est un crabe. Ça va tout partout. Je voulais vous apporter tout ça ce soir et je vous encourage à continuer et puis à ne jamais baisser les bras. Petite dernière partie pour vous parler de ce qu'on vient d'acquérir dans notre service. Ça, c'est ce qui change, qui se passe entre une séance et l'autre, en termes de remplissage du rectum, en termes de remplissage de la vessie. Si on prend 22 séances de suite, ça, ce sont des données d'un ami qui travaille à Rennes, monsieur de Crevoisier, Renaud de Crevoisier. Ben, vous voyez que la vessie, elle change tout le temps. Il ne faut pas un médecin pour le comprendre. Le rectum, il change tout le temps. Même si on dit aux malades, vessie pleine, rectum vide et toutes ces histoires-là. Donc, le rectum, il peut changer jusqu'à 60% entre une séance et l'autre, en termes de diamètre. 60%, c'est quand même assez énorme, on est en train de parler d'un rectum. Hein. La vessie, en bout d'un moment, le malade, il a du mal à se retenir quand on lui dit « gardez la vessie pleine à la fin ». Ceux qui sont ici, ils le savent. Enfin, ce sont ici qui sont passés à chaud de fond avant, je veux dire. Et donc, jusqu'à moins 40%, la vessie, elle est pleine. Sauf que moi, quand j'ai fait mon scanner au début, la vessie, elle est bien pleine. La dose, je l'ai calculée avec ce remplissage de vessie. Et je le sais parce que je le vois aujourd'hui que la vessie n'est pas la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on regarde combien et comment ça bouge la vessie, combien et comment ça bouge le rectum, combien et comment ça bouge les vésicules séminales. Si vous prenez ça, eh bien ça c'est un patient. Que ça c'est un patient sur la droite. Là, c'est un autre patient sur la gauche, le contraire.
soit gauche et droite. Eh bien, vous voyez que la prostate de ce premier patient, elle bouge plus ou moins comme celle du deuxième patient à côté de l'autre. Les vésicules séminales, ben, il y en a un qui a des vésicules qui sont beaucoup plus vivaces, qui bougent beaucoup plus que l'autre. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi? Mais c'est comme ça pour ce monsieur. Donc, si j'applique la même radiothérapie, les mêmes marges de radiothérapie pour les deux patients, ben, il y en a un qui sera bien traité parce que ses vésicules séminales ne bougent pas. Et il y en a un autre chez lequel ben, les vésicules séminales vont bouger beaucoup plus. Et donc, je vais les rater en bout d'un moment. Et s'il y a de la maladie là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le scanner initial, c'est le scanner de simulation. C'est un scanner, mais aussi les systèmes de contrôle qu'on utilise tous les jours pour vérifier la position des malades, c'est des scanners. Au final, pourquoi ne pas utiliser ces scanners pour vérifier si on peut adapter au jour par jour la dose à l'anatomie du jour, à la vessie qui est plus pleine ou moins pleine, au rectum qui est plus plein ou moins plein, à la vésicule qui est plus à droite ou plus à gauche. Et donc, on a acquis cette nouvelle technologie qui s'appelle l'ETHOS. Ça, c'est le nom de la machine, on s'en fout du nom. Mais ce qui est important, c'est le concept. Le concept derrière, c'est qu'avec cette machine et grâce au système d'intelligence artificielle, et ça, c'est la réalité tous les jours chez nous à partir de juillet 2023, qu'est-ce qu'on fait? Avant, scanner de simulation, les images arrivaient en dosimétrie, donc il y avait ce qu'on appelle le contourage, donc on définit coupe par coupe où il est la vessie, où il est la prostate, où il est le rectum, etc. Puis on calculait le plan de traitement, et puis on faisait le CBCT, donc le scanner que je vous ai montré de vérification. On vérifiait la vessie, le rectum, la position du patient, et c'était parti pour 10-40 séances. Mais le plan de traitement, c'était celui-là qu'on avait calculé sur le premier scanner. Donc, on ne pouvait pas tenir compte des variations jour par jour de ce qui se passe chez le malade, dans le malade. Mais aujourd'hui, le parcours en radiothérapie qu'on appelle adaptative online, parce qu'on le fait quand le malade il est sur la machine, c'est pour ça que c'est online. Le malade, il arrive, c'est toujours scanner de simulation, c'est toujours contourage, c'est toujours un calcul de plan de traitement, c'est toujours un scanner pour vérifier sa position, mais c'est là que ça change, parce qu'on recontourne sur la machine. Grâce à l'intelligence artificielle, il y a des systèmes qui recontournent pour nous et nous, on vérifie ce qui accélère. Parce qu'il y a un malade sur la machine dans tout ça. Donc, s'il reste 10 minutes, un quart d'heure à moi sur la machine, c'est plutôt pas mal. Donc, on recontourne. La machine recalcule le plan de traitement, mais sur la base de l'anatomie du jour. Donc, si le rectum il est plus large, ben, j'en tiens compte. Si la vessie est plus vide, j'en tiens compte. Et à ce moment-là, je peux délivrer mes 10-40 séances selon le type de traitement que je dois faire, mais basé sur le CBCT, donc le scanner du jour, et donc sur l'anatomie du jour. Et donc, le rectum et la vessie vont recevoir moins de doses. Et ce qu'on espère avoir dans le futur, grâce à cette technologie, c'est une réduction des effets secondaires, parce qu'on est plus précis et parce qu'on adapte au jour par jour. Et ça, c'est notre réalité aujourd'hui à partir de juillet, on a installé la machine et au mois d'octobre, on a commencé avec l'adaptative online. Et puis, une toute dernière question. Combien de vous ils sont venus dans mon bureau pour ce qu'on appelle un deuxième avis en me disant, oui, tu es bien mignon avec tes machines, mais moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai un cancer, on m'a découvert un cancer de la prostate, quel est le bon choix? On a aujourd'hui des études Prostate Cancer Specific Survival. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire la survie liée au cancer de la prostate. OK? Là, même si on ne les voit pas, je vais y arriver, il y a 3 lignes. Pointillé, je ne sais pas si vous le voyez, il y a du rouge et il y a du noir. Les 3 lignes, ils représentent quoi? Ils représentent la prostatectomie radicale, chirurgie, la radiothérapie et la surveillance active, c'est-à-dire je ne fais rien. Je ne fais rien. Je surveille. OK? Donc ça veut dire que tu continues à faire des PSA réguliers, on continue à faire des IRM régulières, si besoin je fais des rébiopsies, mais je ne te traite pas ni par radiothérapie ni par chirurgie. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse.
Je suis en train juste de dire qu'aujourd'hui, de répondre à la question quel est le bon choix, quand tu as les études qui te disent que la survie est 97% à 15 ans pour des cancers de bon pronostic, des cancers de la prostate, 97% à 15 ans, eh bien, comment tu veux que je te dise quel est le bon choix? Les trois, ils ont les mêmes résultats. Mais le bon choix, c'est le choix que l'on fait quand on se met autour de la table et on commence à discuter de ce qui est important pour toi. Si pour toi, c'est important de ne pas avoir d'effets secondaires, parce que je vis une vie qui est très bonne, parce que je continue à faire du vélo, parce que je ne veux pas les effets secondaires de la radiothérapie ni de la chirurgie, eh bien, la surveillance active, c'est le bon choix. Mais ça veut dire que tu continues à vivre peut-être 15 ans en sachant que tu as un cancer. C'est juste ça. Si tu l'acceptes dans ta tête, ça va très bien. Il n'y a aucun impact sur la survie. Tu ne vas pas mourir pour ça. C'est juste que par contre, il faut que tu acceptes dans ta tête que tu as un cancer, on ne fait rien. On continue à surveiller. Il y a 40% des malades, non des malades, des personnes qui ont plus de 80 ans. Et ça, je l'ai déjà répété à quelqu'un ici. 40% des gens qui ont plus de 80 ans, qui ont une autopsie pour des raisons X ou Y, qui ne savent pas avoir un cancer de la prostate et qui ont le découvert un cancer de la prostate après qu'ils sont morts d'autre chose. Parce que c'est un cancer qui peut aller très doucement aussi. C'est pour ça qu'après 15 ans, la survie, elle est toujours la même. Donc, ce n'est pas grave si je te surveille. Tu n'as pas de perte de chance si je te surveille correctement, bien entendu. Que je ne te perds pas dans la nature. Que je puisse intervenir si le cancer il devient plus agressif. Ou bien, c'est très important pour moi de continuer à bander, mais en même temps, je veux me soigner. Je n'arrive pas à supporter l'idée d'avoir un cancer et rien faire. Ben, probablement, c'est la radiothérapie qu'il faut préférer dans ces cas-là. Parce que la chirurgie, 1 sur 2, ça ne va plus marcher après la chirurgie. Il faut le savoir. Il faut les informer. Et il y en a d'autres qui te disent, ah non, mais moi je ne vais pas tolérer l'idée que tu m'as fait des rayons et si ça n'a pas marché, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On ne le voit pas, tu me demandes de faire des PSA et puis est-ce qu'il y a encore du cancer ou pas? Il faut que tu me l'enlèves, ce machin, parce que je ne supporte pas l'idée. Donc, c'est la chirurgie le bon choix pour toi. Et c'est moi, en tant que radio-oncologue, qui te renvoie chez le chirurgien en disant, il y a 20% des malades qui reçoivent une chirurgie, non, qui reçoivent une radiothérapie, qui ont un PSA qui est bon, qui est bien descendu, au-dessus de 4, qu'on dit être la valeur considérée normale. Quand on le fait des biopsies pour des raisons X ou Y dans la prostate, on le trouve encore du cancer. Après une radiothérapie avec un PSA qui est bon. Moi, en tant que médecin, je sais qu'il n'y aura pas de souci pour ce monsieur. Et il n'y aura pas de souci parce que le cancer de la prostate, il répond doucement. Il répond très bien aux rayons. C'est pour ça qu'on traite avec les rayons depuis un petit moment. Mais il répond doucement. Donc, si je te fais une biopsie tout de suite, on le verra encore, le cancer. Si je te fais une IRM tout de suite, on le verra encore, le cancer. Ce qui est important, c'est que le PSA, il n'augmente pas. Mais il y en a certains qui te disent, moi, ça, je n'arrive pas à supporter. Ici. Pas ici. Ici. Donc, tu m'enlèves ces machins. Donc, c'est la chirurgie, le bon choix. Et donc, le fait d'aller prendre des deuxièmes avis, une fois avec le chirurgien, avec le radio-oncologue, avec l'oncologue médical, surtout dans un hôpital, une institution qui offre les 3 options, parce que ce n'est pas partout pareil. À Yverdon, ils n'ont pas de radiothérapie, il ne faut pas aller trop loin. Donc, le fait d'avoir la disponibilité, d'avoir les 3 spécialistes à disposition, eh ben, c'est important. Et il faut en profiter, et il faut en parler. Et je reviens à ce qu'il disait Anne-Marie et Joseph. Donc, aujourd'hui, la prise en charge des patients avec un cancer de la prostate a changé de façon importante dans les dernières 15 ans. Je vous l'ai montré. Il y a 9 ans, on faisait 40 séances. Aujourd'hui, c'est 5 séances pour tout le monde. En tout cas, en suivant les recommandations. La radiothérapie a changé aussi, et ça, je pense que je vous l'ai montré. Le service a suivi cette évolution. Nous avons acquis aujourd'hui des technologies qui nous permettent d'être au moins au même niveau que d'autres services. L'ETHOS que vous avez vu, dont je vous parle comme si c'est... Il y en a 4 en Suisse, hein? Pas des tonnes non plus. Le système dont elle a bénéficié, on est les seuls à le faire en Suisse. Et quand on avait commencé, on était les 8e au monde à le faire.
Comme ça, au passage. Parce que bah, c'est le RHLE, c'est l'hôpital des montagnes, c'est nul, c'est mieux les cheveux. Ah bah, faites ce que vous voulez. Nous, on l'a, eux, ils l'ont pas. Après, tournez la phrase comme vous voulez. Et puis, rappelez-vous, on est là pour des premiers avis, pour des deuxièmes avis, et on est complètement à votre disposition. Et avec ça, j'espère avoir fait content M. Trodel là où il est maintenant, et puis vous avoir montré que l'efficacité en termes cliniques est grâce aussi à la technologie qu'on peut l'obtenir. Alors, une partie de questions-réponses, comme je le disais en introduction. Pour ceux qui ont des questions, merci de lever la main et comme ça, on peut vous passer le micro. C'est comprendre que si on faisait de la radiothérapie, par la suite, on ne pouvait plus faire de chirurgie. Est-ce que c'est juste ou c'est erroné? Merci. Tu amènes de la lumière quand même. Donc, une chirurgie de rattrapage est beaucoup plus toxique en termes d'effets secondaires. Donc, le chirurgien, il n'a pas trop envie d'y aller. Notre chirurgien, Daniel Nguyen, c'est quelqu'un qui fait les prostatectomies de rattrapage. Je n'ai pas dit qu'il les fait volontiers. Parce qu'après que les rayons ils sont passés, il y a ce qu'on appelle la fibrose autour de la prostate. Donc, les tissus qui sont mous, naturellement mous, si vous allez chez le charcutier, vous voyez comment c'est la viande. C'est ça, ce qu'ils retrouvent les chirurgiens quand ils coupent, c'est quelque chose de tendre. Mais après les rayons qui sont passés, c'est du béton. Donc, le chirurgien, quand il doit couper, eh ben, il a plus du mal. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est juste qu'il a plus du mal à cause des rayons qui sont passés devant. C'est pour ça qu'il n'a pas trop envie. Mais la chirurgie de rattrapage existe. Mais elle est plus délabrante. Donc, quitte à y aller, on essaie de réduire les potentiels effets secondaires et on fait la chirurgie d'abord. Parce que la radiothérapie de rattrapage est sûrement moins toxique qu'une chirurgie de rattrapage. Deuxième point. Le risque de rechute pour des cancers localisés de la prostate est alentour de 7-10%. Et pour certaines pathologies, inférieur à 5%. OK? Donc, la discussion sur le traitement de rattrapage, c'est une discussion qui est importante. Le fait de dire, je me garde de côté toutes les possibilités de rattraper en cas de rechute, c'est important. Mais n'oublions pas qu'on est en train de parler de 7-10% des possibilités. C'est-à-dire que vous avez 90% de faire votre traitement de radiothérapie pour certaines situations de maladie et pas pour tous. Mais disons que vous avez la possibilité de faire votre traitement et vous avez 9 possibilités sur 10 de ne pas avoir besoin d'un traitement de rattrapage. Donc là, encore une fois, quel est le bon choix? Ben, ça dépend. Est-ce que c'est important aujourd'hui de garder de côté toutes les possibilités? Alors à ce moment-là, oui, c'est chirurgie d'abord et radiothérapie derrière parce que c'est moins toxique, comme je vous disais tout à l'heure. Ou bien c'est de se dire, bah, écoute, moi la chirurgie, ça ne me chante pas. Je perds ce 3-4%, on va dire, en compte d'épargne santé, en compte d'épargne rechute. Hein? Je perds ça. Je suis conscient que je suis en train de perdre cette possibilité parce que peut-être que je ne trouverai pas un chirurgien qui fait un rattrapage. Mais au moins, j'évite les effets secondaires de la chirurgie. C'est toute une discussion.
qu'on a assez régulièrement avec des patients qui viennent me voir dans mon bureau. Dernier point, le fait que le chirurgien ne puisse pas opérer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est un des traitements de rattrapage. On a la radiothérapie de rattrapage. Nous avons un patient actuellement en traitement qui a été traité il y a 13 ans, qui a rechuté et qu'on retraite avec la radiothérapie parce qu'aujourd'hui, on a les technologies pour le faire. On peut cibler la zone visible à l'IRM. Donc, en termes d'effets secondaires, ça passe bien. Il y a les ultrasons, il y a les micro-ondes, il y a la thérapie hormonale. Il y a d'autres traitements que la chirurgie qu'on peut proposer en cas de rechute. Donc, OK, tu as perdu la possibilité de la chirurgie, ben, il y en a d'autres qu'on peut proposer selon la situation clinique. Merci. De rien. D'autres questions? Vous n'avez pas trop parlé de biopsie. Est-ce que ça se fait toujours ou est-ce que La biopsie l'IRM... est le point de départ de toute la discussion. Ah, OK. Ça, il n'y a aucune discussion sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne traite pas quelqu'un parce qu'il a un PSA qui augmente. Vous faites du vélo? Non. Non. Eh bien, si vous étiez quelqu'un qui faisait du vélo et vous faites une dosage du PSA après 50 km de vélo, votre PSA, il a augmenté. Parce que vous êtes assis sur votre prostate. Et la prostate, c'est comme une éponge. Et quand tu es assis là-dessus, une éponge, quand elle est mouillée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ça fait sortir de l'eau. Ben, c'est pareil. Le fait de faire du vélo, ça fait sortir du PSA. Si je fais un toucher rectal, pas de dosage de PSA tout de suite derrière. Parce que le PSA, il a augmenté à cause de mon toucher rectal. Si tu as un rapport sexuel dans les 400 jours avant la prise de sang, eh ben tu auras un PSA qui a augmenté. Donc, on ne traite pas quelqu'un, une prostatite, une inflammation de la prostate, pardon. Ça, c'est quelque chose qui fait augmenter le PSA. Donc, on ne traite pas parce qu'il y a un PSA qui a augmenté. Les biopsies, au moins 12, 6 par chaque lobe, sont la base. Moi, je vous ai raconté ce qu'il est l'avancement en radiothérapie, parce que c'est un peu de mon ressort. Dans le diagnostic, déjà on a l'IRM aujourd'hui, et on fait ce qu'on appelle la fusion d'images entre l'IRM et l'échographie, qui est celle qu'on utilise pour faire les biopsies. Et donc, on va chercher directement dans les nodules, c'est ce qu'on appelle les biopsies ciblées, directement dans les nodules, parce qu'on sait que dans les nodules visibles à l'IRM, il y a d'habitude des maladies un peu plus agressives. Et donc, le rapport qu'on reçoit aujourd'hui, c'est plus les 12 biopsies, 6 d'un côté, 6 de l'autre de la prostate, parce que c'est symétrique, mais il y en a 6 d'un côté, 6 de l'autre, et en plus, ils font les biopsies ciblées pour aller chercher de façon encore plus précise la maladie. Parce que c'est à partir de là qu'on décide toute la suite. Donc, la biopsie, oui, ça se fait et doit être faite. OK. À supposer qu'un homme de 60 ans vient vers vous et vous lui faites une radiothérapie parce qu'il a un cancer de la prostate. Quelle est l'incidence de la distension rectile et de l'incontinence et où qu'il pourrait avoir? Alors, pour ce qui concerne l'incontinence, ce n'est pas c'est pas un effet secondaire des rayons. On ne le connaît pas, c'est vraiment inférieur à 1%. Et il faut faire attention parce qu'il y a certains patients qui te disent « je suis incontinent », mais ce n'est pas de l'incontinence urinaire, c'est de l'urgence urinaire. Autrement dit, j'ai envie de faire pipi, je n'arrive pas à me retenir pour arriver jusqu'aux toilettes, donc il y a quelques gouttes qui sortent. Mais ça se traite différemment. Ce n'est pas une incontinence, mais c'est une vessie hyperactive, c'est autre chose. Et donc, à ce moment-là, il faut bien interroger le malade pour essayer de comprendre si c'est de l'incontinence. D'habitude, ça ne l'est pas. Parce qu'en fonction, on décide de traiter différemment. Différent, c'est un patient qui a été opéré et qui reçoit des rayons pour le rattrapage. Là, il y a l'incontinence qui peut être liée à la chirurgie et la radiothérapie peut aggraver éventuellement une incontinence urinaire en post-opératoire. Ça, oui. Donc, l'incontinence chez quelqu'un pas opéré, c'est pas notre effet secondaire. En termes de fonction sexuelle, il faut voir à quel moment on considère. C'est-à-dire que dans les 6-9 mois après la radiothérapie, il n'y a pas d'effet des rayons sur la fonction sexuelle. L'effet secondaire sur la sexualité, c'est un effet secondaire tardif, à partir de 12, 18, 24 mois après la fin des rayons.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là, c'est quel est le bon choix? Si tu as un patient pour lequel la question sexuelle, c'est une question centrale, c'est son choix. On ne va pas juger. C'est son truc. OK? Il aime ça. Moi, j'ai eu un patient, j'étais interne à l'époque, un gars de 78 ans. OK? Mon prof, il s'occupait lui aussi de patients avec un cancer de la prostate. Donc, lui, il avait besoin de faire une thérapie hormonale avec la radiothérapie. La thérapie hormonale, ça veut dire je mets sous zéro la testostérone. Donc, la machine ne marche plus. Mais la machine ne marche plus. Et même, comme il disait Johnny, l'envie d'avoir envie, la libido, ça ne marche plus non plus. OK? Donc, ce gars, on lui dit il faut faire une thérapie hormonale associée à la radiothérapie. Donc, on commence ça, il faut faire 2 mois de thérapie hormonale et puis on commence la radiothérapie. Le gars lui dit non, je commence en septembre. On était en juillet. Ben, le prof, il lui dit écoutez, vous avez une maladie quand même un peu agressive, ça serait bien de la commencer. Et lui, il lui dit écoutez, monsieur le professeur, moi j'ai 78 ans, j'ai réservé un yacht avec 2 Suédoises, pas une, 2 Suédoises. Ce n'est pas pour parler de foot et de jouer au poker. Ça, c'était, je vous cite, ce qu'il lui a dit. Donc, pour lui, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de ce qui l'intéresse au mec. Donc, si la question sexuelle, c'est une question importante, eh bien, 1 sur 2, après une chirurgie, le système ne marche plus. On va dire 40% pour faire content le chirurgien. OK. Mais il y en a 10% qui montent. Hein. On est des hommes. Radiothérapie, à 2 ans, il y en a 1 sur 2 que ça ne marche plus. Ça aussi, il faut le savoir. Sauf que ce n'est pas tout de suite. Donc, tu gagnes du temps, tout simplement. Donc, peut-être que tu auras des problèmes sexuels. N'oublions pas, comme il l'a dit tout à l'heure, que quand tu avais 20 ans, peut-être que la machine, en tout cas, marche un peu mieux. Donc, on rajoute la radiothérapie et les années qui ne vont pas faire bon ménage. Si c'est hypertendu, si tu es hypertendu, si tu as du cholestérol, si tu as tout le diabète, ça aussi, ça ne va pas faire bon ménage sur la machine. Mais en tout cas, à 2 ans, les résultats de la prostatectomie radicale et de la radiothérapie sont les mêmes. 1 sur 2, ça ne marche pas. Sauf que c'est plus tard. Et donc, là aussi, qu'est-ce qu'on met sur la balance quand on fait nos choix? Oui. Question. Oui. M'entendez? Le Viagra. Oui. Est-ce qu'on peut en prendre quand même? Oui. La question, Oui, on peut en prendre quand même. Il y a des chirurgiens, Daniel Nguyen, c'est un de ces chirurgiens qui le prescrit régulièrement, même en post-opératoire. Donc, c'est un médicament qui est utilisé pour garder, disons, actif la vascularisation en bas, parce que c'est tout un système de vascularisation. Donc, le plus les vaisseaux ils restent ouverts, le mieux c'est. Et il y a aussi des études en radiothérapie qui ont montré que chez des patients qui ont une fonction sexuelle satisfaisante, je n'ai pas dit normale, parce que la normalité dans le sujet, c'est compliqué à établir. Là, tous ceux qui ont une fonction sexuelle satisfaisante au moment des rayons, qui prend pendant 6 mois de Viagra, donc pendant la radiothérapie et après la radiothérapie jusqu'à 6 mois, ils gardent une fonction sexuelle mieux que d'autres. Donc, chez des patients comme ça m'arrive assez souvent de prescrire aussi du Viagra. C'est sûr que quand les patients viennent, je lui dis comment ça va, et la réponse est on vit de souvenirs. Surtout que le Viagra il n'est pas remboursé en Suisse, je ne pense pas que c'est intéressant. Mais pour des patients qui sont motivés et qui ont une fonction sexuelle conservée, ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc oui, on peut l'utiliser. Au contraire, c'est plutôt conseillé. Est-ce qu'il y a une dernière question, puisqu'il est déjà 8h30? Ah oui. Merci, c'est assez court. Il y a monsieur derrière. Oui. On fait une question bonus, c'est promis, mais il a déjà le micro. Un cas de surveillance active, ouais. Hormis l'aspect psychologique, ouais. Quels sont les critères qui feraient qu'il faut décider d'agir, soit en radiothérapie, soit en chirurgie? Et la maladie progresse, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des critères déjà pour rentrer dans la surveillance active. Donc, il faut avoir un certain nombre de biopsies positives, pas plus que 50%, une certaine quantité de cancer dans les biopsies positives, le degré d'agressivité qu'on évalue avec un système qui s'appelle le score de Gleason. C'est un critère aussi qui est utilisé pour décider, parce que si tu as peu de cancer, mais il est très agressif, je ne vais pas te surveiller. Peut-être que si tu en as un peu plus, mais il est moins agressif, je peux te surveiller. Donc, c'est
l'agressivité, combien de cancers il y a dedans, combien de biopsies sont positives. Et donc, ça, ce sont les critères pour rentrer dans la surveillance active. Et puis, pour sortir de la surveillance, donc pour recevoir un traitement actif, c'est si la maladie à l'IRM, au toucher rectal ou au PSA montre une progression. Si les biopsies montrent une agressivité, donc si on passe d'un Gleason score 6, par exemple, à un Gleason score 7, 8, là, il faut traiter. Si on voit que sur l'IRM, la maladie est devenue plus importante, là, il faut traiter. Et donc, c'est le fait qu'il y a une progression de la maladie qui fait sortir, mis à part les questions psychologiques, qui fait sortir de la surveillance active. C'est pour ça que c'est surveillance active. C'est surveillance active. Je contrôle régulièrement ce qui se passe et je décide en fonction de ce que je dois faire. Monsieur. La question bonus. La question bonus. Avec le micro, s'il vous plaît. J'espère me tromper. Je pense que vous avez une liste d'attente. Et ça m'intéressait de savoir comment vous triez. Ça... Eh bien, vous vous trompez. Je peux le dire. Parce que disons qu'un patient qui commence aujourd'hui, que je vois aujourd'hui pour un cancer, n'importe lequel, hein, là, parce que la liste d'attente, ça concerne tous les malades. Patient qui arrive aujourd'hui peut recevoir son scanner de simulation dans les 2 jours après la fin des rayons. C'est ciao. Après la consultation, et la radiothérapie commence 10-15 jours après. Mais ça, ce n'est pas une liste d'attente. C'est le temps qu'il nous faut pour contourer, pour faire le plan, pour contrôler que tout est bien calculé, etc. Heureusement, pour l'instant, on n'a pas de problème de liste d'attente dans ce sens-là et on n'a pas besoin de trier. J'avais des problèmes de liste d'attente quand je travaillais à Besançon. Là, oui. Là, pour commencer la radiothérapie, on était entre 6 et 8 semaines. Donc, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, juste pour le traduire comme il faut. Chez des patients, par exemple, qui ont un cancer du cerveau pas opéré, 6 semaines, ça fait beaucoup pour eux. Et donc, le critère pour trier, c'est l'agressivité de la maladie. C'est la possibilité de commencer d'autres traitements. Par exemple, un patient avec un cancer de la prostate qui doit recevoir une hormonothérapie, il peut déjà commencer l'hormono parce que c'est déjà un traitement actif contre le cancer en attendant que les 6-8 semaines il passent. Donc, il y a des possibilités de contrer les listes d'attente. Et puis, il faut choisir en fonction de l'agressivité de la maladie. Quelqu'un qui a été opéré, qui a un cancer en place, il a une priorité, malheureusement, par rapport à quelqu'un qui a opéré et qui a 0,2 de PSA parce qu'il est en rechute. C'est des critères cliniques pour trier. Heureusement, on n'a pas besoin de ça chez nous. Merci beaucoup pour cette conclusion. Moi, je propose qu'on applaudisse les 3 intervenants du soir. Merci pour votre présence. Et on se voit à l'apéro. Vous répondez aux questions à l'apéro encore? Oui, on répond à la question à l'apéro, volontiers.